Bonjour à vous, j'espère que ça va. On va faire ça. Avant de commencer, faites ça. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est toujours avec plaisir. Le 17 janvier 1961, juste avant sa sortie, le président Dwight Eisenhower a averti les États-Unis disant qu'il fallait faire très attention à l'industrie des armes. Il avait compris que l'industrie des armes prenait beaucoup de place dans le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils avaient la capacité de gérer et de diriger les choix et les préférences d'un gouvernement. Avait-il tort? La réalité du monde capitaliste est que les industries contrôlent très souvent la politique. Les industries font le choix à la place de la politique. Un politicien qui ne représente pas les intérêts des industries ne passe jamais en pole position. La Russie finalement arrête de pomper le gaz à l'Europe. Depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, beaucoup de choses se sont passées. L'Europe, à travers les États-Unis, ou d'ailleurs les États-Unis à travers l'Europe, je devrais dire, par l'OTAN, ont suggéré beaucoup de choses contre la Russie pour essayer d'agénuer la Russie. Les Russes ont été sujets à beaucoup de sanctions, sanctions économiques, sanctions sur les oligarques, sanctions sur les entreprises, sanctions sur les aéronefs, des sanctions inédites, des choses qu'on n'avait encore jamais vues dans le passé. La Russie pompe à travers Nord Stream 2 40% de gaz européen, c'est-à-dire 40% de gaz que beaucoup de pays européens reçoivent viennent de la Russie. 40%, c'est beaucoup. Pour pomper le gaz, pour pomper le chauffage, pour beaucoup de choses. Ça vient de la Russie principalement. Maintenant, l'Europe, comme on voulait agenouiller la Russie à l'égard de l'Ukraine, ils ont proposé beaucoup de choses. Depuis un moment, beaucoup de gouvernements, beaucoup de présidents américains ont mis la pression sur l'Allemagne qui profite le plus du gaz russe, disant qu'il faudrait commencer à bouger l'Europe vers un moyen alternatif de gaz, donc pas utiliser le gaz russe. Il fallait progressivement commencer à pousser l'Europe hors de la dépendance du gaz russe. Qu'est-ce qu'on a fait finalement? Avec toutes les sanctions qu'on a imposées à la Russie à l'égard de l'Ukraine, on a finalement compris que les sanctions semblaient ne pas fonctionner. On a proposé quelque chose, je crois, à travers Macron, disant qu'il fallait désormais mettre un bouchon sur le prix du gaz. Puisqu'ils pensent que la Russie profite de l'argent du gaz pour financer sa guerre en Ukraine, ils ont dit qu'ils allaient mettre un bouchon sur le prix qu'on paye. C'est-à-dire, désormais, si on payait le gaz, par exemple, à $100, on va commencer à payer seulement à $12. C'est ça le bouchon. Vous voyez un peu. Donc, rentrons un peu en arrière. Quelqu'un, d'ailleurs 2 personnes, sont venus récemment en Afrique disant « Celui qui va dealer avec la Russie, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire, mais si vous dealez avec la Russie, en tout cas sur le plan économique, vous serez en train d'enfreindre les sanctions, n'est-ce pas ?» If a country decides to engage with Russia where there are sanctions, then they are breaking those sanctions. They're breaking our sanctions, and in some cases they're breaking UN sanctions with other countries, and we caution countries not to break those sanctions because then if they do, they stand the chance of having actions taken against them for breaking. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas dealer avec la Russie sur le plan économique. Mais en attendant, l'Europe profite du gaz russe. C'est paradoxal, n'est-ce pas? On dit, bon, ok, dans ce cas, puisque nous sommes en train, nous-mêmes, de fournir la Russie des armements ou des finances nécessaires pour nourrir sa guerre, on va mettre un bouchon sur le prix qu'on va payer pour le gaz. Désormais, comme je l'ai dit précédemment, si on payait $100 pour le gaz, on va commencer à payer seulement $12. Alors la Russie a dit, bon, ok, niet. Maintenant, vous pouvez garder vos $12. Vous savez ce qui s'est passé après? L'Union européenne a dit la Russie est en train de se servir du gaz comme arme de guerre. La Russie est un partenaire peu fiable. Attendez, vous sanctionnez la Russie. Okay, là, je ne suis pas en train d'inventer, n'est-ce pas? La Russie est sujet à plus de 6000 sanctions sur tous les plans. On l'a bouté hors du système SWIFT. Le système SWIFT qui est le système qui permet à ce qu'une banque communique avec une autre pour faire des transactions. Sans le système SWIFT, vous ne pouvez malheureusement pas envoyer de l'argent à votre frère à Bamako à travers la banque. Vous comprenez un peu? Quand vous prenez votre téléphone et entrez dans votre compte bancaire pour envoyer $50 à quelqu'un à Ouagadougou, c'est à travers le système SWIFT que vous le faites. Donc, votre banque envoie des instructions à un médiateur ou un système médiateur et ce système envoie des instructions à la banque qui reçoit pour que tes $100 quittent ton téléphone pour le téléphone de ton ami. C'est ça le système SWIFT. Sinon, sans le système SWIFT, on serait obligé d'aller physiquement prendre l'avion depuis Paris jusqu'à Bamako pour donner de l'argent ou donner à un monsieur qui voyage. Vous comprenez un peu là où nous sommes. Maintenant, ce système SWIFT permet
collaboration, les transactions entre les entreprises, entre les pays, entre les organisations. La Russie a été kicked out, bootée hors du système SWIFT. C'est-à-dire, là, on l'a empêché. C'était pour l'empêcher, justement, de dealer, de vendre ou de recevoir quelconque monnaie, ou même leur propre argent, à travers le système SWIFT. Vous savez, généralement, quand vous intimidez quelqu'un beaucoup, je vais te taper. Si tu fais ça, je vais te taper. Ou bien, je vais te chasser. Si tu fais ça, je vais te chasser. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, soit il apprend à se battre, ou bien il cherche un moyen alternatif, sachant que si un jour il me chasse, je ferai quoi? Je vais quitter sa maison, j'irai habiter là-bas. Donc, à force de lui dire que je veux te chasser, qu'est-ce qu'on fait? On commence à prévenir, on commence à s'apprêter à l'éventualité. Si un jour jamais on veut te chasser, tu iras où? Tu as déjà appelé quelqu'un. Oh, mon frère, comment ça va? J'espère que tu as de la place pour moi au cas où un jour j'ai un problème. C'est justement ce que la Russie a fait. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils soient soumis à des agressions ou à des avertissements disant si tu oses faire ça, on va te booter hors du système SWIFT. Comme le système SWIFT n'a pas fonctionné, après qu'on ait booté la Russie, il avait déjà des moyens alternatifs de fonctionner. Bon, celui qui applique les sanctions n'est pas content, c'est évident. Parce que beaucoup d'experts s'attendaient à ce que la Russie tombe en lambeaux après juste quelques temps. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Comme ce n'est pas arrivé, on cherche coûte que coûte, vaille que vaille, à chercher des moyens alternatifs qui fassent vraiment mal. Parce que comment ça se fait que tout le monde t'a bloqué, tout le monde t'a jeté, tout le monde ne veut pas acheter... Enfin, on prétend qu'on ne veut pas acheter ton gaz, évidemment, malgré que nous savons tous que l'Europe a besoin du gaz russe, tu continues à survivre. Alors, il faut chercher un moyen qui fasse vraiment mal à l'économie russe. Je vous informe que le rouble est devenu beaucoup plus fort en 20 ans. On espérait descendre le rouble, mais comment est-ce que Poutine a fait? Vladimir Poutine, vous savez, généralement pour acheter le gaz, on l'achète en dollars. Ce qui fait que l'économie américaine est toujours supérieure, on ne va pas rentrer dans l'histoire, supérieure à toutes les économies du monde. Parce que tout ce que vous faites comme transaction, surtout avec le pétrole, vous achetez avec le dollar. Désormais, Poutine a dit, bon, quand vous m'avez rejeté, si vous voulez acheter mes histoires, acheter le gaz, vous allez acheter en rouble. Imaginez un peu, on vous dit non, désormais, pour venir acheter le cacao chez vous, il faut acheter en francs CFA. Vous voyez la valeur que ça donne, même si avec le franc CFA, c'est pas vraiment valable avec la France, peu importe, mais vous comprenez un peu comment la stratégie de Poutine était pour valoriser le rouble. Aujourd'hui, le rouble est beaucoup plus fort qu'il n'était dans le passé. Vous avez vu comment s'est détérioré l'euro face au dollar et à d'autres systèmes monétaires. Alors, à qui profite cette guerre? Il faut se poser les questions, n'est-ce pas? Ça fait un moment, ça fait plus de 6 mois que la guerre continue. Généralement, on devrait trouver une solution ou un terrain d'entente. Finalement, on dit, bon, ok, on va se mettre ensemble et discuter, voir une solution, puisque les Européens sont en train de souffrir. C'est clair. Si on peut sacrifier les Européens au niveau où on continue cette guerre, au risque que les Européens se retrouvent dans le froid pendant l'hiver, c'est-à-dire qu'il y a une raison beaucoup plus profonde que nous ne comprenons. Les Européens ont fourni beaucoup d'armements à l'Ukraine pour résister à la Russie. Pourquoi on le fait? Point d'interrogation. Ne serait-ce pas plus facile d'appeler tout le monde, de se mettre autour d'une table et discuter, bon, écoutez, je pense qu'il est temps qu'on arrête cette histoire. Pourquoi est-ce plus facile d'envoyer des milliards de dollars en armement, des bombes, des tanks, des explosions, des mines? N'est-ce pas un peu incohérent? Qui profite de cette histoire? Parce qu'en attendant, les armements ne sont pas gratuits. En attendant, les armements sont en vente. Ah oui, évidemment. L'établissement de l'armement se fait beaucoup d'argent. C'est principalement la seule entité qui se fait un maximum de biens et de gains. Ces entreprises qui généralement sponsorisent les présidents aux États-Unis, il faut le dire. Avant de devenir président de la République, il faudrait généralement avoir de l'argent pour faire son campagne électorale. Et cet argent le tire d'où? Ça coûte beaucoup de millions de dollars. Beaucoup d'entreprises te donnent beaucoup d'argent pour faire ta campagne électorale. Et finalement, quand tu deviens président, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, tu le renvoies à l'ascenseur, n'est-ce pas? Maintenant, une entreprise qui fait des armes et des balles et des explosifs, vous pensez qu'elle sera contente s'il n'y a pas d'armes et d'explosifs et des trucs qui pètent ici là-bas? Comment ils vont faire leur commerce si ça ne pète pas ici et là-bas? Vous comprenez maintenant pourquoi il y a des guerres? Il faut créer la peur pour qu'on crée des guerres pour finalement faire de l'argent. Lockheed Martin est l'une des plus grandes entreprises productrices d'armement dans le monde. Quand on dit que les États-Unis ont envoyé les armes en Ukraine, ce n'est pas les États-Unis. C'est Lockheed Martin qui a envoyé. C'est une entreprise privée. Le directeur de Lockheed Martin dit « Le moment est très bon pour le business. » Le moment est très bon pour le business. Pendant que les gens meurent, évidemment, bon, voilà, on doit faire semblant. Ça, ce n'est pas notre problème. Voilà, que les gens meurent ou pas, bon, finalement, nous, on leur vend des armes. Est-ce vraiment une guerre pour l'honneur de l'Ukraine? Ou une guerre au profit de certaines personnes? Parce qu'évidemment, il faudrait trouver des moyens alternatifs par rapport au gaz russe. Les États-Unis sont en train de donner du gaz liquide à l'Europe.
il en fournit beaucoup plus qu'il n'en a jamais fourni dans le passé. Donc il y a des intérêts ici, il y a des gens qui font de l'argent, pendant qu'il y a des gens qui meurent. Et le monde est déstabilisé. Après la guerre froide, les États-Unis ont demandé à la Russie de libérer Berlin pour que Berlin fasse partie de l'Occident. La Russie a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va libérer Berlin. Mais moyennant une promesse. Vous devriez nous promettre que vous ne ferez pas d'extension de l'OTAN à 1 seul centimètre à l'Est. Les États-Unis ont dit, il n'y a pas de souci. On ne va pas étendre l'OTAN à 1 seul centimètre à l'Est. Peu après, comme d'habitude, la promesse n'a pas été respectée. Nombreux pays est-européens font aujourd'hui partie de l'OTAN, représentant ainsi un danger éminent à la Russie. Comme les États-Unis n'ont pas accepté à ce que la Russie envoie des missiles à Cuba dans les années 60, il est complètement compréhensible que la Russie soit dérangée de voir l'Ukraine faire partie de l'OTAN. Parce qu'une missile partant de l'Ukraine vers la Russie ne prenait que 5 minutes pour atteindre son objectif. Encore ici, qui a raison, qui a tort? Ça nous importe peu. Le plus important, c'est la paix. Nous voulons une paix globale et complète. Pas une paix justifiée seulement par un groupe de personnes, selon leur mentalité et leur façon de voir la vie. L'Europe voulait progressivement se retirer du gaz russe. Ils ont usé de beaucoup de tactiques, beaucoup de techniques pour le faire. Ils ont aussi proposé un bouchon au paiement du gaz russe. C'est-à-dire, vous payerez le gaz russe à un prix limité. La Russie finalement dit, c'est bon, je n'accepterai pas vos bêtises. Soit vous me traitez conformément à ce que je mérite, ou je coupe le gaz. Maintenant, le gaz est coupé. Les Européens disent qu'ils ont stocké le gaz à 80%, c'est-à-dire qu'ils seront capables de garder le gaz jusqu'à la fin d'un certain moment. Mais ce n'est pas éternel. Quelle en sera la fin? Quelle sera la finalité de toutes ces histoires? Quand toutes les mesures n'ont pas fonctionné, les sanctions n'ont pas été efficaces, quelle en sera la dernière solution? Nous, Africains, préférons la paix. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir.